Pour les rumeurs de son mariage secret à l'âge de 15 ans avec la star. Selon les parents d'Alia, il ne s'est rien passé de ce genre. Ils ne démordent pas de cette version et prétendent qu'ils n'ont jamais eu de relation amoureuse. Elle était bien trop jeune. Du côté de R. Kelly, personne ne voulait rien dire. Du côté d'Alia, personne non plus n'a voulu faire de commentaires. Tout le monde se taisait. On a plus ou moins exposé leurs secrets au grand jour, mais personne n'a voulu en parler depuis. La copie du certificat de mariage publié dans la presse est la seule preuve réelle qu'ils ont bien été mariés. Mais aucun des deux n'a voulu s'exprimer sur le sujet. Selon les informations parues dans le Los Angeles Times en août 2001, le mariage a été rapidement et discrètement annulé, au son plus avant-gardiste. Son second album intitulé One in a Million sort le 27 août 1996. Alia était un peu plus âgée. Elle portait des hauts plus courts, ses vêtements étaient plus moulants et elle ne quittait plus ses lunettes de soleil. Les gens se sont rendus compte qu'elle était sexy et féminine. Alia était comme ça. Elle n'avait pas peur de prendre des risques. Cet album montre à quel point elle avait mûri en tant qu'artiste. Ça me paraît évident. L'album se vend à plus d'1 million d'exemplaires et atteint la 18e place dans les charts. Le bouillonnement créatif d'Alia a encore porté ses fruits. Mais elle ne se laisse pas déstabiliser par ce succès par les critiques. C'était quelqu'un de vraiment gentil. Elle pouvait se comporter en superstar quand elle le voulait. Mais elle pouvait être tout simplement une fille géniale le reste du temps. J'étais impressionné par la façon dont elle arrivait à gérer toutes les interviews, les apparitions, les allers-retours, et à revenir ensuite à l'école et se comporter comme si rien de tout ça n'était arrivé. En 1996 et début 97, Alia enchaîne les projets professionnels. Sa famille est très unie et lui offre soutien et conseils. Son habilleur Derek Lee évoque ces liens. Ils s'aimaient tous beaucoup. Ils lui apportaient un immense soutien et ils s'épaulaient tous entre eux. Cette famille débordait d'amour. À aucun moment on a essayé de façonner une vedette. On lui a juste permis de développer son talent, de la laisser s'épanouir et on a observé ce qui se passait. On croyait en elle. Je crois que c'est ça qui lui a permis de devenir la personne qu'elle était. Le but n'était pas de devenir célèbre, mais de faire ce qu'elle aimait faire. Je n'avais pas besoin de ça pour être fière d'elle, mais c'est la cerise sur le gâteau. Je suis fière de tout ce qu'elle fait. C'est une jeune femme magnifique. Merci maman. En 1997, Alia obtient son diplôme du lycée de Détroit spécialisé en beaux-arts et arts du spectacle. À 18 ans, elle a déjà 2 disques de platine et 2 singles classés numéro 1 à son actif et elle n'a pas envie de s'arrêter là. La plupart des gens qui sortent du lycée ne savent pas ce qu'ils vont étudier à la fac, ni même s'ils vont y aller, et ce qu'ils vont faire de leur vie. Alors qu'Alia, à sa sortie du lycée, avait déjà 2 disques de platine derrière elle. J'aime monter sur scène. C'est important de ne pas se contenter de chanter, mais aussi de bouger et de fournir un vrai spectacle. J'aime vraiment danser, chanter, faire tout à la fois. Alia enchaîne désormais apparitions publiques, tournages de clips et concerts. Mais elle trouve malgré tout le temps de vivre son adolescence. Alia aimait s'amuser. Quand on était sur la route, quelle que soit la ville où on était, elle trouvait toujours une salle de jeux d'arcade. On allait y jouer et faire les fous. En 1999, Alia est prête à relever un nouveau défi. Le producteur de renom Joel Silver s'apprête à tourner un film d'action à la sauce hip-hop intitulé « Roméo doit mourir ». Il a besoin d'une jeune actrice ayant assez de charisme pour subjuguer le public et donner la réplique à la star du film, Jet Li. Silver choisit Alia. C'était une fan de ce genre de film et elle voulait tourner dans un film d'action. Elle est venue nous voir. En plus d'être superbe, drôle, adorable et d'être une fille incroyable, elle nous a dit « Je suis danseuse, je sais faire tout ça. Si on travaillait ensemble ?» Alia interprète le rôle de Trish O'Day, une fille de la rue forte et débrouillarde. Elle joue aux côtés de Russell Wong.
Il y a une famille afro-américaine et une sino-américaine, et des conspirateurs au sein de chaque famille. C'est une sorte de Roméo et Juliette. Alia s'identifie tout de suite à son personnage. Il ne faut pas se mettre en travers de sa route. C'est tout moi, ça. Dieu y a tout craché. Quand il s'agit de ma carrière et de ma vie, mieux ne vaut pas se mettre en travers de ma route. C'est pour ça que je voulais incarner Trish. Elle me ressemble beaucoup. En 1999, Alia est prête à s'attaquer au grand écran. Arrive alors le producteur Joel Silver qui lui propose de tourner dans une histoire d'amour et d'arts martiaux, Roméo doit mourir. Ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'ont encore jamais vu. Ils vont découvrir mon côté dur à cuire. Début 99, Alia débarque sur le plateau de Roméo doit mourir à Vancouver. Bien loin d'être paniquée, la jeune femme de 20 ans prend tout de suite ses marques. Quand on la voyait travailler, ça paraissait tellement facile et naturel pour elle. Ça ne paraissait pas forcé ou artificiel. Pour un premier film, c'était vraiment remarquable. L'acteur Delroy Lindo était également sur le plateau. Pas trop facilement le mot innocence, mais je dirais qu'il y avait une vraie ouverture d'esprit dans son approche. Elle voulait vraiment faire du bon travail sur ce film. Elle prenait son rôle très au sérieux, elle s'en est très bien sortie. Le tournage se termine fin 99. Alia attend avec impatience la sortie du film pour prouver qu'elle peut plaire à ses fans grâce à autre chose que la musique. Elle disait toujours, je ne veux pas qu'un jour les gens se disent, j'en ai marre d'Alia. Je veux qu'ils se disent, waouh, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Je crois que c'est ce qui caractérise sa carrière, cette évolution permanente. C'est tellement important d'avoir le soutien de mes fans. Je ne serais pas là sans eux. Ils sont derrière moi. Ils ne me lâchent pas. Ce film est pour eux. Le film sort en salle le 22 mars 2000 et rapporte plus de 55 millions de dollars au box-office. En un clin d'œil, Alia passe du statut d'actrice débutante à celui de star du cinéma. J'étais sûre qu'elle réussirait et qu'elle irait encore plus loin parce qu'elle était vraiment formidable à l'écran. La caméra était amoureuse d'elle. En public et au travail, Alia affiche une certaine sérénité que beaucoup prennent pour de la timidité. Cette timidité lui a permis de transcender certaines choses, comme l'arrogance dont font parfois preuve les jeunes artistes. Sa timidité lui conférait un côté mystique. C'est ça, une star. Elle portait ses lunettes de soleil même à l'intérieur. Je trouve ça cool. Ce n'était pas de la timidité, mais elle était dans une autre dimension, dans son propre petit monde. Try Again, extrait de la bande originale de Roméo doit mourir, est nommé aux Grammy Awards. Le clip obtient 2 MTV Video Music Awards en septembre 2000. On ne se dit jamais vraiment « et si je gagnais ?» Je m'étais pas préparée à ça. Quand ils ont dit mon nom, je me suis dit « Waouh, eh ben, j'ai remporté un prix !» J'ai dû monter sur le podium et prendre la parole, mais j'étais sous choc, j'étais nerveuse. Ce qui me rend heureuse, être capable de faire ce dont je rêve depuis que je suis toute petite, voir ce rêve devenir réalité et pouvoir partager ce talent avec le monde entier. Au cours de l'hiver et du printemps 2001, Alia travaille sur son premier album depuis 5 ans. Après s'être absentée pour faire des films, elle avait de l'énergie à revendre, qu'elle était prête à mettre au service de sa musique en tant qu'artiste. Elle était heureuse de retrouver tout le monde et de se retrouver à nouveau dans le monde de la musique, dont elle avait été éloignée pendant si longtemps. Il faut passer un peu de temps dans le studio pour se rappeler quelle impression ça fait de se trouver derrière un micro. Il faut se réhabituer, mais c'est pas si long. Même en plein enregistrement de son nouvel album, Alia ne peut ignorer les sirènes d'Hollywood. Le producteur Joel Silver fait de nouveau appel à elle. Elle décroche un rôle très prisé dans la suite du film d'action à succès, Matrix. Ils ont déjà commencé le tournage, mais je les rejoindrai fin mai pour quelques semaines. Ensuite, j'irai en Australie, sans doute au début de l'année prochaine. En attendant, Alia travaille sur son album éponyme, le 3e. Alia grimpe à la 2e place des charts en juillet 2001. Pour elle, c'était son meilleur album. C'est pour ça qu'elle l'a appelé Alia, parce qu'il la représentait parfaitement.
Elle était très fière de ce disque. Pour le moment, j'ai envie de travailler sur mon album. J'ai envie de tourner dans Matrix et de partir en tournée. Il y a plein de choses que je veux faire. Je suis une mordue de travail. Quand je serai trop fatiguée ou plus assez en forme, je dirais j'ai besoin de vacances. Mais c'est pas pour tout de suite. À l'été 2001, suite à la sortie de son 3e album, Alia parcourt le monde entier dans le cadre de sa tournée. Tout semble lui sourire. Elle a désormais du succès dans 2 domaines différents et semble être à l'apogée de sa carrière. C'était une période extrêmement propice pour elle. Elle était heureuse. Fin août 2001, Alia doit tourner le clip de Rock the Boat, le 2e single extrait de son album. Le tournage commence à Miami. Elle devait tourner une scène sous l'eau, dans une immense piscine. Il devait être 2 heures du matin, et elle avait déjà travaillé 10 heures d'affilée. Elle avait faim, elle était fatiguée, mais elle a tenu le coup. Le lendemain, Alia et son équipe font leurs valises. La suite du tournage doit avoir lieu sur les îles Abacos, des pointes de terre isolées, bordées de plages à environ 320 km au nord-est de Miami. On est monté dans l'avion. Alia n'aimait pas l'avion qu'on devait prendre. Une fois dedans, elle a dit « Je déteste cet avion. Il est trop petit. » Et je lui ai répondu « T'inquiète pas. » Je savais qu'elle était nerveuse. Elle avait appelé ma mère pour lui dire qu'elle devait prendre un tout petit avion. Ma mère lui a dit qu'elle ne devrait peut-être pas monter à bord. Mais Alia a répondu « On ne va pas très loin, on va seulement jusqu'aux Bahamas. » Et tout s'est bien passé. Dès l'atterrissage, l'équipe se met immédiatement au travail. Ça se passait sur la plage, au lever du soleil. Il était très tôt. C'était une séquence magnifique. On ne voyait qu'elle en train de danser sur la plage. Le 2e jour de tournage doit avoir lieu sur un catamaran amarré près de l'hôtel de la plage. Ron Roberts, un pêcheur du coin, observe la préparation des prises de vue. Le bateau était amarré ici. C'était un catamaran de 20 mètres de long qui s'appelait le Gros Chat et qui venait de Jupiter en Floride. Ils ont mis toute la nuit à tout installer. Ils ont mis la piste de danse par ici, du côté du cockpit. Ils ont dû danser pendant des heures. Mais c'était très beau. Alia le savait. Je crois que tout le monde était fier du travail effectué. Heureux, mais pressé de rejoindre la civilisation. Alia et une partie de son équipe font affréter un avion pour rentrer un jour plus tôt que prévu. Beaucoup de personnes étaient déjà prêtes à partir. On n'avait pas de téléphone, on ne pouvait même pas appeler le room service. Et ils nous avaient fait faire nos bagages avant même d'aller sur le plateau pour pouvoir partir tout de suite après le tournage. Après avoir fait toute la journée du samedi, Alia et son équipe se rendent à l'aéroport de Marsh Harbor. Mais Derek Lee prend une décision de dernière minute qui va lui sauver la vie. Je devais partir avec eux, mais pendant toute la journée, je me suis dit, finalement, je vais rester. Je voulais pas voyager sans mes affaires. En plus, j'avais la chance d'être aux Bahamas. Ils sont tous montés dans le harbor. Je leur ai dit salut, on se voit lundi à Los Angeles. Je vous aime, à plus. Ils étaient contents et satisfaits du travail qu'ils avaient fait. Souvent, quand je ne voulais pas prendre l'avion parce que j'ai peur de voler, même sur des vols commerciaux, je la regardais et je lui disais « Alia, on ne devrait pas prendre cet avion, j'ai un mauvais pressentiment. » Et elle me répondait « Rachad, ce qui doit arriver arrivera. » Aux alentours de 18h le samedi 25 août 2001, Alia monte à bord d'un vol en direction d'Opaloka, en Floride. J'ai vu l'avion décoller et j'ai remarqué une instabilité au moment où il a effectué une rotation. Ça a attiré mon attention et je l'ai plus lâché des yeux. Il n'y avait pourtant aucune raison de s'inquiéter. C'est un simple vol comme il y en a des milliers. Alia et 7 personnes ayant participé au tournage du clip sont à bord, pressés de rentrer aux États-Unis après un long week-end aux Bahamas. Le pompier volontaire Claude Sawyer travaillait à l'aéroport de Marsh Harbor cet après-midi-là et a vu l'avion décoller.
J'ai vu que le pilote rentrait son train d'atterrissage. Quelques instants après, j'ai vu l'avion dévier vers la rive gauche et perdre de l'altitude. À ce moment-là, je l'ai perdu de vue parce qu'il était caché par les arbres. Et là, j'ai vu une boule de feu et j'ai vu que l'avion s'était écrasé. Le pilote Edric Simonette venait tout juste de faire atterrir son avion à l'aéroport de Marsh Harbor. Je rentrais chez moi quand j'ai appris qu'un avion s'était écrasé. J'ai reçu plein de coups de fil pour savoir s'il s'agissait de mon avion. Après le premier coup de fil, j'ai fait demi-tour et je suis retourné à l'aéroport pour voir si je pouvais les aider. Cet après-midi-là, il se trouve qu'il y avait 2 autres pompiers volontaires présents à l'aéroport. Pas au même endroit que moi, mais je les ai entendus grâce à la radio. Ils se sont précipités sur les lieux de l'accident et je suis allé chercher de l'aide. Tout s'est mis en place très vite. On est arrivé là-bas et en l'espace de quelques minutes, un camion nous avait rejoints. L'avion était à environ 15 mètres de la piste. Il était enfoncé dans l'eau des marécages. Quand on est arrivé, on savait qui était vivant et qui était mort. Un responsable local, Silver Mills, également pilote expérimenté, est mis au courant et se précipite sur les lieux. Quand je suis arrivé, on m'a annoncé que 6 personnes étaient décédées et que 3 étaient encore entre la vie et la mort. Le pompier volontaire David Ralph arrive sur les lieux environ 15 minutes après l'accident. L'avion était fendu en 2 et le côté droit était en grande partie brûlé. La plupart des victimes se trouvaient de ce côté. Ils sont morts à cause du feu. Ils sont morts sur le coup. Je ne sais pas si c'est une consolation, mais ils sont morts sur le coup. Alia fait partie des 6 victimes mortes au moment de l'impact. Les secouristes tentent de stabiliser les 3 personnes qui ont survécu, dont le styliste d'Alia, Anthony Dodd, et son garde du corps, Scott Gallin. Le garde du corps était encore conscient. Il avait même réussi à ramper hors de l'avion. Colin Albury était présent sur les lieux. Scott m'a dit, ne vous occupez pas de moi, assurez-vous d'abord que tout le monde va bien. Cet homme était une force de la nature. Moi, je mesure 1m89 et je pèse 127 kilos, mais j'ai eu du mal à le retenir. J'ai dû lui dire, Scott, calmez-vous, laissez-nous nous occuper de vous. Alors que l'un des survivants succombe à ses blessures, Anthony Dodd et Scott Gallin sont conduits dans une petite clinique près de l'aéroport de Marsh Harbor. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de gérer. Ce n'était pas un hôpital, juste une petite clinique. Le mieux que l'on puisse faire ici est de stabiliser le patient, puis de le transférer par hélicoptère dans un service plus adapté pour les traumas, généralement à Nassau ou à Freeport. Je suis retourné à mon avion, j'ai fait ma préparation de vol, j'ai rempli le réservoir et j'étais prêt à repartir immédiatement. Scott Gallin, le garde du corps, est installé à bord de l'avion d'Edric Simonette. Ses constantes étaient bonnes. Avant qu'il ne ferme les portes, je lui ai dit, Scott, on se voit tout à l'heure. Il m'a répondu, d'accord, à plus tard. Et ils ont décollé. Il n'arrêtait pas de réclamer à boire. On lui a donné un verre d'eau. 5 minutes plus tard, je me suis retourné et il n'était plus avec nous. L'infirmière a essayé de le ranimer. Elle a passé tout le reste du vol à lui faire un massage cardiaque pour lui redonner un pouls et le faire respirer à nouveau. Mais quand on est arrivé à Nassau, l'ambulancier nous a dit c'est trop tard. Il est déjà mort. Quelques heures plus tard, Anthony Dodd, le dernier survivant de l'accident, s'éteint avant d'avoir pu être transporté dans un hôpital de Miami. La nouvelle de cette tragédie est déjà parvenue aux oreilles de ceux qui ont travaillé avec Alia sur ce clip. Ma première réaction a été ma famille. Je viens de perdre ma famille. C'est fou. C'était les gens avec qui j'étais censé vieillir. Tout était prévu. On devait tous vieillir ensemble. Les enquêteurs arrivent aux îles Abacos pour examiner la carcasse de l'avion d'Alia. Les causes de l'accident restent encore inconnues. Sur les lieux, ils ont pris des photos et des mesures de la position des sièges, par exemple, ou d'autres objets présents sur les lieux. Le lendemain matin, on nous a envoyé des représentants du Conseil national de la sécurité des transports et de l'administration fédérale de l'aviation. Leur première question concerne la charge transportée par un si petit avion.
Le poids et l'équilibre sont des facteurs primordiaux en aviation. La façon dont un avion est chargé peut être source de problèmes. Le poids est un facteur très important. Chaque avion ne doit pas dépasser une charge maximale. Le pilote se doit de respecter ces limitations. D'après ce que j'ai vu, il y avait trop de bagages et trop de personnes à bord. Ils étaient nombreux. Il y avait 9 personnes à bord, plus leurs bagages et l'équipement vidéo. Sans oublier un réservoir plein pour aller jusqu'à Opa-locka. Ils ont peut-être été négligents, je ne sais pas. Si une des personnes à bord avait su qu'ils étaient trop nombreux, ou qu'ils avaient trop d'affaires avec eux, ils n'auraient pas pris l'avion, ou ils auraient fait enlever des bagages. Les enquêteurs laissent entendre que la combinaison d'un excédent de poids et d'un mauvais stockage a pu conduire à cet accident. Ils découvrent également des informations surprenantes sur le pilote de l'avion, Luis Morales, âgé de 30 ans. Des documents du tribunal démontrent que Morales avait été reconnu coupable de possession de cocaïne 2 semaines auparavant et qu'il n'était pas autorisé à piloter ce genre d'avion. L'accident de ce 25 août aura coûté la vie aux stylistes Eric Foreman et Anthony Dodd, au pilote Luis Morales, à Douglas Kratz de Virgin Records, Jenna Smith et Keith Wallace de Blackground Records, au maquilleur Christopher Maldonado, au garde du corps Scott Gallin et à Alia, âgé seulement de 22 ans. Le tragique accident d'avion qui a coûté la vie d'Alia bouleverse le monde de l'industrie du spectacle. Le monde entier fait le deuil de la star de 22 ans qui avait su toucher tant de personnes. Elle était si jeune, si belle, si talentueuse. Je suppose que ce monde n'était pas assez grand pour elle et qu'elle a décidé d'aller voir ailleurs. Le matin du dimanche 26 août, les États-Unis apprennent la mort d'Alia. Ça nous a fendu le cœur. C'était comme si on avait ouvert un livre, qu'on s'était particulièrement intéressé, mais que d'un seul coup, on nous privait de tous ces chapitres de sa vie et de ses succès que l'on avait pourtant tellement hâte de lire et de connaître. Ce sentiment de choc et de perte est partagé par des milliers de fans. Le 27 août 2001, des veillées sont organisées dans plusieurs villes pour pleurer la mort d'Alia et lui rendre hommage. Je sais qu'ils sont dans un monde meilleur. On les rejoindra tous un jour. Soyez forts. Tout le monde doit faire preuve de courage. Les fans manifestent également leur affection en inscrivant des messages sur un panneau représentant Alia sur le Sunset Strip à Los Angeles. Les funérailles d'Alia ont lieu le 31 août à New York. Malgré les circonstances horribles, je pense que l'enterrement n'aurait pas pu être plus beau. Toute la ville s'est arrêtée. C'était vraiment incroyable. Je pense même qu'elle aurait été surprise. Alors qu'Alia s'apprête à reposer à jamais, de célèbres amis et collègues tentent de surmonter cette perte tragique. On est sous le choc. C'est comme si elle était toujours là. Je m'attends à la voir arriver. C'était vraiment quelqu'un de beau. On ne le répétera jamais assez. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est très rare. Ça a traumatisé tout le monde. Je me sens très mal. Elle était très humble. Je crois que c'est pour ça que les gens sont si touchés. Elle avait les pieds sur terre malgré tout son succès. Elle restera belle à tout jamais maintenant. Le 6 septembre, la cérémonie des MTV Music Awards est marquée par l'éloge que viennent rendre nombre de ses confrères et de ses amis proches à la mémoire d'Alia. C'est vraiment très dur. Mais je dois me dire qu'elle est dans un monde meilleur maintenant. Je crois qu'elle ne voudrait pas que je m'inquiète. Elle va bien. Regardez ça. Vous voyez, je l'ai toujours sur le dos. La mort d'Alia a été très dure pour tout le monde. Même si elle n'est plus là, elle continuera à vivre à travers nous tous. Au cours des semaines suivant sa mort, l'album éponyme d'Alia se place en tête des ventes. Mais les proches de la chanteuse se souviennent d'elle pour bien plus que sa musique. On pouvait sentir que la chaleur et que l'amour qu'elle donnait étaient sincères. Ce n'était pas quelqu'un d'inabordable.
Quand on l'a rencontrée, on sentait qu'elle voulait toucher les gens et qu'elle voulait être touchée par les gens, pas seulement par leur musique ou leur talent, mais tout simplement en tant qu'être humain. Je voudrais que les gens n'oublient jamais son sourire. J'espère que son héritage survivra. Tout le monde doit savoir qu'elle était adorable. Elle n'avait pas la grosse tête, elle traitait les gens comme si elle les connaissait depuis toujours. Ce dont je me souviens, c'est de tout cet amour. Elle m'aimait vraiment, et je l'aimais vraiment en retour. C'était une jeune femme normale et adorable. Elle dégageait de la fraîcheur, de la gentillesse et de la sincérité. C'est ce que je vais retenir d'elle. C'était quelqu'un d'extrêmement avenant. Grâce à sa musique, elle arrivait à vous faire sentir très proche d'elle. Ses chansons avaient le pouvoir de vous donner l'impression que vous la connaissiez. Peu importe le succès qu'elle a connu, pour nous, c'était juste notre Alia. Notre Alia à nous. J'ai lu tellement d'articles sur elle qui disaient qu'elle allait devenir une star. Mais pour nous, c'était déjà une star. Si la perfection existe sur cette terre, je crois qu'elle en était très proche. Je l'aimerai toujours. Toujours.